Eh bien, je vous remercie à toutes et tous d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire dédié aux associations sur la mesure d'impact, un sujet dont on parle souvent, on commence à en parler de plus en plus souvent, mais c'est pas un sujet évident. Donc je suis ravie de pouvoir, qu'on puisse vous proposer ça aujourd'hui dans le cadre, du centre de ressources de la Fondation territoriale. Aujourd'hui, on a 4 intervenants. On a Léo Agnesa de KPMG, qui est un consultant ESS expert en mesure d'impact et qui va démarrer cette présentation pour nous témoigner de son expertise, des méthodes, c'est quoi la mesure d'impact, l'intérêt et comment débuter. Et ensuite, on aura 3 témoignages d'associations locales qui pourront vous partager justement leurs bonnes pratiques, la méthode, ce qu'elles ont mis en place, ce que ça leur a apporté et vous donner des conseils, des tips pour, faciliter, le passage à l'acte parce qu'on a beau en parler, c'est jamais facile de démarrer, quand on a déjà beaucoup de choses à faire au quotidien. Et du coup, on aura aussi un temps d'échange pour, vos questions et ça, c'est bien important. Je voulais juste rapidement, mais vraiment je vais faire très rapidement, pour ceux qui connaîtraient pas la Fondation territoriale, vous la présenter brièvement. Donc la Fondation territoriale, elle a vu le jour en juillet dernier, donc elle est toute récente. Elle est par principe en fait un engagement collectif de différentes parties prenantes qui sont à la fois des collectivités, des entreprises, des réseaux d'associations sur le territoire, qui se sont réunis avec l'envie en fait, de créer plus de synergies pour être plus efficaces sur le territoire, dans l'intérêt territoire. Et donc la mission de la Fondation Territoire, c'est de faire du mécénat quelque chose de simple pour réduire à plus grande échelle les inégalités, qu'elles soient sociales, sociétales ou environnementales en Loire-Atlantique. Et du coup, ça passe par le rendre plus accessible aux entreprises, d'avoir toute une partie de sensibilisation et d'accompagnement pour leur montrer c'est quoi le mécénat de compétences, pour qu'elles aient plus facilement envie d'y aller en mettant des outils facilement à disposition. Et puis aussi de soutenir les associations avec de la formation, du mentorat, des ateliers de codev. Et pour finir, d'être vraiment un tiers de confiance qui va faciliter ce lien entre les associations locales et les entreprises locales. On a mis 3 outils en place. Le premier, c'est le Prime 44, le point ressources et information du mécénat et c'est dans ce cadre-là qu'a lieu ce webinaire. Ensuite, on a du soutien au mécénat avec des appels à initiatives. On en a un qui est en cours aujourd'hui, sur l'égalité des chances pour la jeunesse et qui se clôture le 28 avril. Donc, si vous n'étiez pas au courant, que ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. Et pour finir, on a aussi un espace de coopération et d'interconnaissance avec ces gens qui n'ont justement pas l'habitude de travailler ensemble. Et on mène des expérimentations avec 2 en exemple, l'Observatoire des inégalités sociales, sociétales et environnementales, pour permettre d'avoir une vision singulière de notre territoire et des inégalités spécifiques de notre territoire. Et donc ça veut dire partir de toutes les données que tout le monde a déjà, de rien réinventer surtout, mais juste de travailler plus en synergie. Et on a un autre sujet sur le mécénat de compétences pour aider au développement local. Et là, je vous le montre, mais en 2 secondes, parce que je vous invite plutôt à aller voir sur le site internet si vous voulez en savoir plus. Ce webinaire fait partie des outils proposés gratuitement dans le cadre du Prime 44, le point ressources de la Fondation territoriale. Mais on a beaucoup d'autres choses qui vous sont proposées, qui sont toutes gratuites. Donc, je vous invite, si ça vous intéresse d'en savoir plus, d'aller sur le site internet. Et vous avez notamment la permanence téléphonique, où vous avez un rendez-vous de 45 minutes qui vous est dédié si vous avez des questions spécifiques sur le mécénat, qui apporte beaucoup. Et je pourrais vous en dire plus sur tout le reste. Voilà, j'en ai fini pour parler de la Fondation territoriale. Maintenant, je vais laisser la main en KPMG, que je remercie encore d'être présent, puisque KPMG est aussi mécène de la Fondation territoriale. Ok, super, merci beaucoup Fanny pour l'introduction. Ravi d'être ici avec Mathilde, que vous voyez aussi à l'écran. L'objectif, c'est de prendre 10-15 minutes pour débroussailler un petit peu ce que c'est que la mesure d'impact social. Souvent, on en parle souvent, ça peut faire un peu peur aussi, hein, on ne sait pas par quel bout la prendre, par quelle approche. Et l'objectif, c'est plutôt de vous proposer une démarche qui est plutôt ici accessible et où on peut valoriser assez rapidement ces actions. Hein, on pourrait avoir des méthodes de mesure d'impact social beaucoup plus rigoureuses, ambitieuses sur le plan scientifique, comme peut le faire parfois certaines grandes associations, certaines grandes ONG. Mais là, on va plutôt parler de la mesure d'impact social tout public. Alors, si on peut peut-être avancer, Fanny, finalement, Oui, ce que c'est que je la te mesure laisse me d'impact guider social. pour me dire quand je passe au slide. Hein.
Yes, bon, vas-y, ça on peut peut-être passer, tu as déjà dit un mot dessus. Voilà. Ouais, bah, même, voilà. Donc, ce que c'est que la mesure d'impact social, finalement, c'est une mesure d'un écart entre la situation de mes bénéficiaires, si je ne les avais pas accompagnés, et la situation de mes bénéficiaires si je les accompagne. Et donc, c'est ce qu'on voit sur la diapo 9, Fanny, c'est finalement l'écart. Non, juste avant. Pardon. Juste avant. Ouais, voilà. Celle-là, c'est finalement sur le petit graphique à droite, hein, simplifié, mais en rose, ce qui se passe si je n'avais pas accompagné mon bénéficiaire, si mon association, ma structure de l'économie sociale n'avait pas accompagné mon bénéficiaire, et puis en bleu, on retrouve finalement ce qui se passe quand je l'ai accompagné, et la mesure de l'impact social, c'est finalement la mesure de cet écart, et donc c'est d'identifier les changements survenus sur ma population, souvent mes bénéficiaires directs, suite à un programme, à une action qui lui est dédiée. Et donc, on vient mesurer cet écart. Idéalement, quand on veut faire une mesure d'impact social, on voudrait mesurer les impacts qui sont directs, donc directement sur ce bénéficiaire, et puis également indirects. Par exemple, c'est un programme de retour à l'emploi. Hein. J'ai envie de mesurer l'insertion durable de mes bénéficiaires, mais j'ai parfois aussi envie de dire, bah, du coup, qu'est-ce que ça apporte cette insertion durable? Il y a des choses qu'on peut mesurer, hein, une contribution économique au territoire, mais on sait aussi qu'on a des études qui sont capables de montrer qu'une insertion durable dans l'emploi crée une réduction des violences intrafamiliales. Et donc, ça a des conséquences sur des bénéficiaires indirects. Si on veut avoir cette conséquence sur les bénéficiaires indirects, elle est toujours difficile à mesurer. Et donc, c'est pour ça que souvent on dit que la mesure d'impact social, on va se contenter d'évaluer mon action sur mes bénéficiaires directs, mais on sait que ça a aussi des potentiels beaucoup plus larges d'impact sur un écosystème. Et donc ça, c'est la première chose qu'il faut avoir en tête autour. Donc la mesure d'impact social, c'est mesurer l'évolution de mon public avant et après mon action. Si on avance sur la diapo 10, c'est un petit schéma que j'aime bien, que je vous ai repris en bas, hein, quand on vient poser la question de la performance sociale dans les associations. Souvent, on sait très bien dire les ressources qu'on a. J'ai engagé 1 million d'euros dans mon programme, j'ai 6 salariés dedans qui sont engagés dessus. Grâce à ça, j'ai pu produire voilà, ce programme qui a donné des résultats. Si je reprends mon exemple d'insertion dans l'emploi, eh ben, j'ai pu accompagner 150 personnes sur l'année. J'ai un taux de sortie dynamique de 45%. Et donc, on est capable finalement régulièrement dans les associations de mesurer les résultats. Mais, et c'est là la difficulté et l'intérêt de la mesure d'impact social, est-ce qu'on est capable d'évaluer finalement toutes ces évolutions induites? Et donc, plutôt que de mesurer un taux de retour à l'emploi suite à un programme d'insertion par l'emploi, est-ce que je suis capable de mesurer, par exemple, cette insertion durable? Est-ce que je suis capable d'évaluer l'évolution sur l'estime de soi? Parce qu'on sait qu'un travail sur l'estime de soi va aussi amener un meilleur taux de retour à l'emploi. Et donc, finalement, la mesure d'impact social, c'est dépasser ce qu'on a souvent dans les rapports d'activité qui se limitent à des résultats pour aller au-delà et parler finalement des vrais impacts et donc des évolutions qui vont être induites chez mes bénéficiaires directs et parfois mes bénéficiaires indirects. Et cette mesure d'impact social, diapo 11, elle nous permet finalement deux choses, en tout cas pour une association, pour une fondation. Un, il y a quand même de rentrer dans un langage de la preuve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même, si je continue sur mes exemples de l'insertion par l'emploi, si on écoute, tout le monde a des bons chiffres en termes de résultats, on insère un volume de personnes, mais l'objectif de l'impact, c'est de rentrer dans un vrai langage de la preuve, avec des méthodologies plus scientifiques et qui vont venir démontrer finalement mon utilité sociale et les effets positifs qui se construisent chez mes bénéficiaires et la manière dont ils viennent là. Et donc l'intérêt de la mesure d'impact social, c'est de rentrer dans un langage de la preuve. Ce langage de la preuve, il nous sert trois choses, principalement pour une association. L'augmentation de l'accès à mes ressources, et donc c'est un vrai enjeu économique derrière, de se dire quand je vais aller voir des mécènes, quand je vais aller voir la puissance publique, eh ben, ça va être un vrai langage de la preuve et qui va me permettre d'accroître mon accès à mes ressources. Une logique de communication, parfois communication vers mes bénéficiaires, mais aussi en interne. On sait que parfois sur des associations voilà, qui sont bien établies depuis plusieurs années, ça fait 10, 15 ans qu'on fait tourner le programme, on a parfois aussi une perte de sens chez certains de nos salariés. Et donc, cette mesure d'impact social, elle peut servir aussi à remettre du sens en interne sur la direction de nos actions. Et puis, la troisième démarche, c'est aussi un pilotage.
et pas un pilotage économique, hein. On a parfois l'habitude des tableaux de bord avec nos comptes de résultats, nos comptes de gestion, mais l'intérêt, c'est de piloter aussi par l'ADN même de notre association, de notre structure, par cet impact, et d'être capable aussi de prendre des décisions, de comparer certains programmes qu'on peut avoir en interne, savoir lequel produit plus d'effets, comprendre pourquoi, et faire évoluer certains programmes ou transformer l'allocation de ressources qu'on peut avoir en interne. Ça, c'est pour nous, associations. Puis après, il y a aussi un intérêt parfois pour les financeurs. Les financeurs, ça peut permettre pour eux d'identifier des nouveaux programmes, des nouveaux projets qu'ils voudraient financer. La puissance publique est assez friande de ça, hein, de se dire, voilà, je regarde qui crée de la valeur sur mon territoire grâce à ma mesure d'impact social, et donc je vais être capable d'orienter des financements vers des associations sur lesquelles je finançais. Après, il y a aussi un côté un peu plus pervers, des fois chez ces financeurs, hein, qui sert à comparer aussi. Hein. Finalement, quand j'ai des mesures d'impact social avec des indicateurs similaires en face, je vais être capable de faire des mesures d'efficience et d'identifier les ressources que j'alloue en tant que financeur par rapport à celui qui produit le plus d'impact. Et donc, ça peut revoir les financements pour les associations. Et donc, c'est là où parfois, quand même, cette mesure d'impact social, il faut l'avoir en tête, hein, elle peut avoir un effet pervers pour les financeurs, puisqu'ils comparent les assos entre elles, ou les structures de l'économie sociale et solidaire, et ils optimisent, en lien avec ça, l'allocation de leurs ressources. Et puis, ça permet aussi quand même, et c'est là où c'est intéressant, pour les financeurs de rendre compte de leur action. Par exemple, je prends un financeur public, une région, un département, ils doivent rendre compte à leurs administrés des effets de la politique publique et des moyens qui sont mis en œuvre. Et donc, ces mesures d'impact social sur leur territoire leur permettent de remonter. Donc, en synthèse, l'intérêt pour une association de la mesure d'impact social, c'est de rentrer dans un vrai langage de la preuve et de rentrer dans un référentiel commun pour tous, qui est compris et qui démontre réellement les effets qui sont produits sur mes associations. Et puis le dernier point, et que je trouve très intéressant quand on parle de l'économie sociale et solidaire, page 12, c'est qu'on voit quand même que le modèle d'intérêt général est de plus en plus challengé. On a des entreprises qui se donnent vocation d'être des entreprises à impact, des entreprises à mission, des entreprises d'utilité publique, des entreprises citoyennes. Et donc, on a l'impression que parfois aussi les entreprises prennent une grande part dans ce langage de l'impact. Et donc, c'est important pour les associations aussi de défendre leur modèle, leur manière de faire et leur objet social, leur raison d'être qui est dans leur ADN initial, pour répondre aussi à ce secteur lucratif qui vient les taquiner dessus. Et une des manières d'y répondre, qui est très intéressante, c'est la mesure d'impact. Voilà pourquoi pour moi c'est important de rentrer. Maintenant, si on rentre un peu plus dans la déclinaison de ce qu'on a envie finalement d'évaluer à l'intérieur de nos associations, et qu'est-ce qu'on est capable de venir questionner dedans. Et pour moi, il y a 6 grandes questions qu'on est capable d'ouvrir grâce à ces mesures d'impact social. La pertinence. Est-ce que ce que je fais répond à un besoin de mon territoire, à un besoin de mes parties prenantes, à un besoin de mes bénéficiaires? Et ça permet parfois de re-questionner ce sujet de la pertinence. Le sujet de l'efficacité. Est-ce que j'atteins mes objectifs? Donc, je me fixe des objectifs en début d'année d'insertion durable vers l'emploi, par exemple. Et est-ce que j'atteins mon objectif qui est fixé? Celui de l'efficience, et donc là, c'est ramener l'atteinte de l'objectif avec les ressources que j'ai en face. Celui de l'impact, celui dont on parle ici, qui est donc les retombées à moyen long terme de mon action sur mon territoire, sur mes bénéficiaires. Et le sujet après très intéressant, c'est celui de la cohérence aussi interne. Et donc, quand on vient faire une mesure d'impact social, on peut venir évaluer ce sujet de cohérence interne. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui est toujours aligné avec l'objet initial de mon association? On a vu chez certaines structures qui répondent notamment à des projets de mécénat, à des projets d'appel à la générosité publique, à des projets de financeurs, on répond à tout ça. Et puis parfois, on a perdu un petit peu le sens en interne de est-ce qu'on fait. Et donc, poser la question de cette mesure d'impact social, ça vient remettre finalement une cohérence en interne, de dire est-ce que les programmes que je fais, est-ce que je les fais pour répondre finalement à des obligations de mes financeurs, ou est-ce que c'est toujours dans mon ADN? Et donc, ça permet de faire évoluer mon programme d'activité derrière et de réfléchir à sa stratégie. C'est un vrai levier stratégique. Et le dernier pilier dans lequel on peut venir évaluer, quand on vient poser ces questions de mesure d'impact social, c'est celle de la complémentarité. Comment est-ce que je m'inscris dans le territoire? Est-ce que ce que je fais se superpose avec d'autres acteurs et donc je dois faire évoluer? Est-ce que ça vient en plus et donc c'est une brique supplémentaire?
dedans, et donc ça vient peser en fonction des questions évaluatives qu'on va créer, cette question. Et donc, page 9, pour moi, c'est une petite méthode que je vous propose. Alors, petite, hein, ça reste toujours quand même chronophage. Je connais personne qui a fait une mesure d'impact social en une demi-journée. Mais disons qu'elle est accessible. Voilà, après, il faut toujours y mettre un peu de moyens, un peu de temps dedans. Et donc, vous allez voir, hein, c'est de la gestion de projet assez simple. Se poser la question du besoin social. Euh, Reclarifier en interne, souvent, on l'a en tête, hein, on sait à quel besoin social on répond, mais c'est important de venir l'écrire et de venir le reposer, de venir reclarifier ce besoin social. Qui sont mes bénéficiaires? Quel est l'impact que je recherche et la manière dont il se produit? Et c'est important de venir l'écrire, le reposer, puisque sur toute la suite de la démarche, ça va nous servir. Donc, on clarifie le besoin social auquel on répond. Deuxième, on vient modéliser notre activité. Comment est-ce que l'impact se produit? Et donc, pour ça, on peut faire des grandes cartes de mind mapping, là où voilà, j'ai mon programme d'insertion par l'emploi, je crée des contrats, des CDD d'insertion. Voilà, donc je crée un retour à l'emploi. Grâce à ça, on va recréer une posture professionnelle, on va apprendre aux gens à être à l'heure, apprendre un métier, mais j'ai aussi des conseillers en insertion professionnelle, et donc j'ai un programme d'accompagnement qui, lui, va travailler sur le CV, la lettre de motivation, et donc recréer finalement cette nature de l'impact, la manière dont il vient se créer pour arriver à la fin à une insertion durable par l'emploi. Troisième chose, c'est de dire, maintenant que j'ai tous ces effets-là, je ne vais pas être capable d'évaluer l'ensemble de mes branches et l'ensemble des effets que je produis. Et donc, la question, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'évaluer dans l'ensemble des programmes qui existent dans mon association et l'ensemble des actions. Et je vais en choisir 3 ou 4. On ne peut pas tout évaluer, enfin, si, mais sinon, c'est plus une démarche qu'on appelle accessible. Et c'est très long, très chronophage. Et donc, c'est qu'est-ce qui est stratégique pour moi de venir évaluer dedans. Et puis après, je peux aussi m'appuyer sur des rapports scientifiques. On a beaucoup de chercheurs qui existent, qui font des rapports sur la manière dont se produit un impact dans une structure d'insertion. Si je continue sur mon exemple fil rouge dessus. Ensuite, une fois que j'ai décidé ce que je voulais évaluer, voilà, je vais évaluer la pertinence de mon action sur mon territoire, et en face, je vais construire des indicateurs. Quels sont les indicateurs quantitatifs et qualitatifs qui me permettront de répondre à ma question évaluative? Et puis après, c'est de la démarche assez classique. Je vais aller collecter la donnée. En général, ce qu'on dit, c'est qu'on a 50 à 60% de la donnée qui existe déjà en interne, dans les rapports d'activité, dans les questionnaires qui sont là. Et l'enjeu de la mesure d'impact, c'est plutôt d'aller chercher le supplément d'âme et d'aller chercher ce qu'il y a au-delà, voilà, par voilà, des interviews, par d'autres natures de collecte de données qui nous permettent finalement de répondre à nos indicateurs. Et puis une fois qu'on a fait ça, on est capable d'identifier l'impact social. Et la dernière étape pour moi qui est clé, c'est celle de l'analyse. Qu'est-ce que j'en tire une fois que j'ai réalisé mon impact social? Et ça, c'est super intéressant et super important. C'est pas juste s'arrêter à la petite bulle rose, d'identifier son impact, de faire un joli rapport, mais plutôt de se dire, maintenant, qu'est-ce que j'en tire pour moi en termes de stratégie pour faire évoluer mon programme, pour être toujours au service de mon objet social et de mon impact social. Voilà, en termes de méthode, ce qu'il faut avoir en tête, voilà ce qu'on peut dire en une dizaine de minutes. Si on avance peut-être juste après la Fanny, voilà, là, c'est quelques acteurs qu'on met, et c'est là où c'est intéressant de regarder finalement les différents champs qui existent. Quand on vient parler de l'impact, ici, vous avez sur l'écran tous les acteurs qui s'identifient comme des acteurs de l'impact. Et donc, vous voyez plutôt à gauche et en bas qui sont plutôt finalement des acteurs dédiés à l'entreprise. Et donc, ça va être les cabinets de conseil assez classiques ou parfois assez spécialisés dans des sujets de raison d'être, de valorisation de l'impact, de RSE. Mais c'est important, en tant qu'association, de défendre son modèle, ce que je disais tout à l'heure. Et donc là, c'est plutôt les structures que vous avez dans la bulle en haut à droite, qui sont spécialisées dans l'évaluation d'impact, et donc d'évaluer les effets qu'on produit sur nos bénéficiaires et la cohérence avec mon objet social et de nous. Et donc, c'est bien ça, pour moi, qu'il faut avoir en tête, c'est de bien défendre son modèle associatif dans la manière de penser son impact. Vous avez des structures dedans qui peuvent vous aider avec des outils de formation, avec des outils de conseil autour aussi. Et puis, en bas, en diapo 16, et puis vous verrez, là, je vous ai mis des petits liens cliquables ici, c'est comment est-ce que vous pouvez aller plus loin. Alors, vous avez évidemment les cabinets de conseil, donc KPMG avant, mais vous avez aussi là, quelques petites ressources qui peuvent vous être utiles en termes de méthodologie. La VIS qui fait beaucoup de rapports dessus, qui vous donne des outils méthodologiques. Il y a un grand vadémécum sur la mesure d'impact social. Et puis, il y a aussi un MOOC qui est produit par l'ESSEC, qui est une école de commerce parisienne,
je ne sais plus combien il y a d'heures, mais il y en a beaucoup, mais qui permettent finalement de se former très, très en détail dedans autour. Voilà quelques idées de ressources derrière. Et puis en diapo 17, je vous ai mis aussi quelques petits retours d'expérience, de rapports de mesures d'impact social en complément des structures de ce qu'elles vont présenter tout à l'heure, qui sont intéressants. Donc pareil, les liens sont cliquables. Et ce qui est très intéressant là sur les deux petites diapos que je vous ai mis à l'écran, c'est ce qu'on en retient et quelle est finalement les actions qu'on est capable d'avoir autour. Si je vous prends par exemple l'association qu'on a ici, un Ticket for Change en haut à droite, leur sujet c'est de faire rentrer les gens dans des carrières à impact. Donc pour ça, ils ont des programmes d'entrepreneuriat social et des programmes d'intrapreneuriat à l'intérieur des organisations. Et donc, évidemment, ils ont mesuré leur impact social avec des structures créées, quels sont les effets produits par ces structures-là. Et puis, ce qui est intéressant, c'est les 5 petits bullet points en bas à droite, qui sont leurs principaux apports, qui va les servir dans tout leur programme. Et donc, ça leur permet finalement de penser leur programme d'activité en lien avec ça, parce qu'ils identifient où est-ce qu'ils sont plus performants d'un point de vue social et ce qu'ils sont capables de produire. Et donc, c'est par exemple ces 5 principaux apports dans l'association ici qu'on a ici. C'est cette capacité à inspirer par des projets, et ils ont une très forte compétence dans l'inspiration qui pourra amener le passage à l'action. L'accompagnement des gens dans une posture, et donc ils sont capables d'évaluer les gens dans leur posture entrepreneuriale de gestion de projet. Sur les sujets de confiance, de faire gagner les gens en confiance, et ce qu'ils voient, c'est qu'en travaillant sur ces piliers de la confiance, ils sont capables de créer des entrepreneurs et des intrapreneurs sociaux beaucoup plus performants que d'autres programmes, et donc en utilisant ces moyens détournés, et puis évidemment sur les outils et les conseils qu'ils sont capables de produire autour. Donc voilà des exemples de rapports de mesures d'impact social qui peuvent vous aider, vous inspirer aussi autour dans la démarche, plutôt là sous forme d'inspiration, pour voir un petit peu les méthodes qu'ils ont utilisées un peu plus en détail, et puis les conséquences qu'ils en tirent. Voilà quelques exemples pour ce panorama un peu introductif. On pourrait en dire beaucoup plus, mais je crois que ça permet de dresser un petit peu les quelques enjeux ici. Merci énormément, Léo. C'était très clair et très complet en peu de temps, un vrai challenge. Merci. Est-ce qu'il y a peut-être des premières questions? Je ne l'ai pas dit en introduction, mais surtout si vous avez même des questions de compréhension, il ne faut pas hésiter à interrompre, que ce soit directement avec votre micro ou dans le chat. Vraiment, sentez-vous libre d'intervenir. Donc là, je ne sais pas s'il y a une question ou deux, n'hésitez pas. Et sinon, on va laisser la parole à nos témoins qui vont nous raconter concrètement comment eux, ils ont mis en place. Je suis vraiment ravie d'accueillir, du coup, je vais vous les représenter vite fait. Donc on a à la fois, je suis pas douée avec mon PowerPoint aujourd'hui, on a à la fois Maggie Kerswal qui est directrice de la Cravate Solidaire à Nantes, on a Malika Darmungar qui est directrice de l'association Alter Soins, et on a Natacha Lafréchou qui est directrice de l'association Regards. Donc elles vont chacune témoigner pendant une dizaine de minutes de leur action de mesure d'impact, et donc elles vont répondre à 4 questions que je leur pose, qui ont qu'est-ce qui vous a fait passer à l'action? Parce que ça, c'est un vrai sujet. Qu'est-ce qui vous a fait vous lancer dans une mesure d'impact, vous dire que fallait vraiment y aller? Ensuite, quelle est la démarche, la méthode que vous avez mis en place? Ensuite, qu'est-ce que ça vous a permis de mettre en avant? Comment vous l'utilisez au quotidien? Peut-être est-ce qu'il y a des parties prenantes plus que d'autres auprès desquelles vous le valorisez ou pas? Et puis pour terminer, une question sur vos tips, vos conseils pour une asso qui ne s'est pas encore lancée. Voilà. Je vais laisser la parole pour commencer à Malika d'Altersoin. Donc je vais te laisser la parole, je vais arrêter le partage, comme ça ce sera encore plus visible. Voilà. Bonjour, alors je suis Malika Darmungar. Est-ce que dans 2 minutes je dis ce que fait Altersoin pour expliquer ensuite l'étude d'impact? Donc Altersoin, c'est un centre qui propose des soins de thérapie complémentaires qui ne sont pas pris en charge par la Sécu, qui ont un coût, qui sont malgré tout reconnus par l'OMS, du type aide psychologique, ostéopathie, diététique, toutes ces thérapies qui ne sont pas accessibles aux personnes qui sont en situation de précarité. Donc, l'objet d'Altersoin, c'est de permettre à des personnes qui sont en situation de précarité d'avoir accès à ces soins
en faisant appel à des thérapeutes qui viennent bénévolement une demi-journée par mois dans nos locaux, à Croix-Bonneau, et à des bénéficiaires qui ont un quotient familial CAF de 700 € maximum, de venir pour avoir accès à ces soins avec des tarifs qui sont adaptés à leurs moyens financiers entre 5 et 15 €, puisqu'on a baissé nos tarifs. Voilà, en gros, l'idée de ce projet qui proposait quelque chose qui n'existait pas. Donc, on a fait tout un travail en amont avant de créer l'association, de réflexion et d'échange avec différents types de partenaires potentiels pour voir si sur le territoire, ça pouvait exister. Et voilà, évidemment, ça existe et c'est génial. Donc, l'idée, c'était de proposer à des thérapeutes qui ne peuvent pas avoir ces publics-là dans leur cabinet, de donner de leur temps. Du coup, c'était de se dire, si tout le monde donne un peu, peut-être qu'on peut réussir à construire un outil qui permette à la fois aux thérapeutes de recevoir des gens qui ne verront jamais dans leur cabinet, et à la fois à des personnes qui n'iront jamais dans ces cabinets, d'avoir accès à ces thérapies et ces thérapeutes. Voilà, en gros, juste pour donner l'idée. Donc, ça a démarré ici, on loue des locaux à Croix-Bonneau depuis 2017. Donc, on a démarré en 2017 avec une dizaine de thérapeutes. Aujourd'hui, ils sont 36 à venir bénévolement. La demande est très, très, très forte. Et les retours qu'on avait, alors pour venir, c'est quoi, qui nous a donné envie de réaliser une étude d'impact, c'est qu'au quotidien, les personnes qui repartaient des séances nous disaient à quel point ça leur faisait du bien, à quel point c'était voilà, pour eux important, et voilà, qu'ils étaient ravis qu'il y ait un espace où ils puissent avoir accès à ça. Juste de savoir que ça existe déjà, c'était important pour eux. Et en parallèle, ben voilà, comme toute association, on va chercher des financements, puisque le modèle économique sans financement public et privé sur une organisation comme celle-ci, ben ça marche pas. Et c'était difficile de ne venir qu'avec les témoignages des bénéficiaires. Et à un moment donné, la question, elle s'est posée de dire comment on peut objectiver ce qui se passe ici pour vraiment, ce qu'expliquait Léo, c'était vraiment ça, la démarche dans laquelle on s'est inscrit, c'est de dire, par rapport à ce que nous, on propose, ça ne suffit pas d'aller avec un rapport d'activité. En gros, il faut aller plus loin et montrer à la fois l'impact direct sur la santé des personnes qui viennent, mais qu'est-ce qui se passe pour eux quand ils ne sont pas alter-soins. Est-ce que ça a bougé des choses dans leur vie, dans leur regard sur eux-mêmes, dans leur santé d'abord, mais aussi dans la vie sociale, à plein de niveaux. Et donc, l'étude d'impact me faisait très, très peur d'aller, parce qu'on est une toute petite structure avec un salarié et demi, beaucoup d'activités, et puis on avait, enfin voilà, des fois il y a des imaginaires comme ça s'inscrit et puis ça ne veut pas partir. C'est que l'étude d'impact, c'est un boulot énorme qui va demander beaucoup de temps, et que même au niveau du CA, les gens disaient, ah non, moi je veux bien, mais je ne veux pas y passer tout mon temps, quoi. Donc on était avec ça, et puis on savait pas trop à qui s'adresser, mais par contre à un moment c'était devenu plus que nécessaire d'aller questionner tout ça, parce que ça n'existait pas et qu'on n'avait pas d'autres endroits où aller chercher ce type d'informations. Et donc on a eu connaissance d'une structure qui s'appelle Alteraction. C'est une association qui propose à des étudiants de grandes écoles bénévoles coachés par un professionnel de répondre à des besoins d'associations de l'ESS pour lesquels elles n'ont pas ni les compétences ni les moyens financiers de faire appel à des cabinets, ce qui était notre cas. Donc on les a rencontrés, on a décidé de travailler avec eux, à la fois sur ce qu'on souhaitait mesurer, et puis comment on allait le faire, voilà. Et donc ça a pris du temps, mais c'était hyper intéressant. D'abord de ce regard extérieur à l'association sur la façon de poser les questions, qui n'était pas du tout celle que nous on avait imaginée. Donc on s'est enrichis les uns les autres. Eux, on les a enrichis par rapport au fonctionnement d'Altersoins, ils connaissaient pas du tout, enfin voilà, ni ce type de thérapie pour certains, ni les publics. Donc voilà, c'était assez chouette de se rencontrer et de travailler ensemble là-dessus. Donc dans la démarche et la méthode, on a commencé d'abord par effectivement essayer de se poser la question sur qu'est-ce qu'on veut mesurer. Spontanément, ça a été les effets sur la santé des personnes. Mais au-delà de ça, ce qui est venu, c'est de mesurer aussi les effets sur leur vie sociale, parce qu'on a beaucoup de personnes qui sont très isolées,
qui viennent ici en soins, Alter-Soins, et puis de mesurer aussi, alors ça c'était intéressant, ce que les thérapeutes avaient remonté, c'était que c'était le regard sur soi. Quand on vit dans des situations de précarité économique et sociale, on a aussi un regard sur soi qui est dévalorisé. Et est-ce que de venir à Alter-Soins, ça participe au fait qu'on change de regard sur soi et que du coup on se présente autrement dans la cité, quoi, à l'extérieur, parce que ça fait tout bouger en fait. Et donc on a travaillé sur des questionnaires qu'on a proposés aux bénéficiaires. On a fait plusieurs types de questionnaires. On a fait un questionnaire en ligne et on a proposé aussi par téléphone, des questionnaires par téléphone sur un certain nombre de bénéficiaires. On a eu 450 bénéficiaires qui ont répondu. Alors pour vous dire quand même, c'est qu'on a fait ça pendant la période de confinement. Voilà. Et en 1 mois et demi, les questionnaires. Donc, ils ont été assez surpris de voir l'adhésion des bénéficiaires pour répondre aux questions. Parce que la professionnelle qui était avec eux, elle travaille chez Accenture et elle disait que sur ce type de travail, souvent il fallait relancer 2-3 fois pour pouvoir avoir un échantillon suffisamment important pour mesurer, et que là, en une fois, le questionnaire a été envoyé une fois et ils ont reçu plein de réponses. Donc, c'était intéressant de voir qu'effectivement, les bénéficiaires des assos, elles ont envie d'en parler, elles ont envie de dire ce qui se passe pour elles, elles ont envie d'être interrogées, au-delà d'ici, au-delà de Malika ou Marie ou de thérapeutes. Elles ont envie de parler de ce qui se passe pour elles dans leur vie. Donc ça, c'était chouette de recevoir cette information en disant qu'en dehors de nous, des structures extérieures interrogent les bénéficiaires qui sont venus et ils ont envie de raconter tout ce qui s'est passé pour eux. Donc voilà, donc ça c'est plutôt riche et je trouve intéressant pour une asso d'avoir ce type de retour. Et il me reste 3 minutes et 10 minutes, c'est pas long, hein. Voilà, et donc du coup, ce qu'on a réussi à mettre en avant, c'est que sur les thérapies proposées ici, en tous les cas, quelles qu'elles soient, corporelles, d'accompagnement et tout ça, ça a eu un effet positif sur la santé des personnes. C'est-à-dire que les personnes qui sont venues, elles ont mesuré que ça répondait à leurs attentes pour près de la moitié et ça répondait au-delà de leurs attentes pour un tiers. Donc, du coup, c'est hyper intéressant de porter ça. Et puis, au-delà de ça, sur leur équilibre de vie et sur leur vie sociale et on a beaucoup de personnes qui sont au RSA, par exemple, en recherche d'emploi et en détresse dans leur recherche d'emploi. Pour un certain nombre d'entre eux, ça les a aidés à se remettre, j'ai envie de dire, à relever la tête, à reprendre des forces et à se remettre dans la relation de la recherche au travail de façon plus positive. Donc c'est des choses qu'on porte aujourd'hui et ça nous aide à travailler avec des partenaires, alors prescripteurs, associations qui accompagnent des publics qui sont dans des démarches qui sont en parallèle, qui sont autour de nous, et comment on peut ensemble travailler pour améliorer de l'accompagnement de ces publics. Donc on l'utilise là, puis on l'utilise avec nos financeurs. J'ai entendu un peu, je crois que je dois me taire maintenant. 1 minute. Voilà, donc les conseils que j'aurais envie de donner, c'est que même si on pense que c'est fastidieux et que c'est énorme, je rejoins encore Léo, vraiment, ça vaut le coup de se pencher dessus et d'aller chercher ça, parce que à la fois c'est porteur pour l'extérieur, puis c'est très porteur en interne, et voilà, ça a déjà du sens, les projets associatifs, mais ça redonne encore plus de sens, je trouve. Voilà. Merci beaucoup, Malika. Voilà, j'espère avoir répondu. Bien sûr. Kitri, il y a une première question. Oui, bonjour. Fanny, déjà, je suis désolée pour le retard. Je suis arrivée une demi-heure après. J'ai eu un gros empêchement. Bonjour, Malika. Je m'appelle Kitri. Je travaille chez Marraine et vous, qui est une association à Nantes. Et on se pose la question aussi de mener une étude d'impact. Vous avez les questionnaires que vous avez administrés, vous les avez envoyés à vos bénéficiaires, oui, mais pas aux médecins et aux thérapeutes bénévoles. Vous n'avez pas extrapolé l'enquête? Non, on s'était dit que ce serait un deuxième travail d'étude d'impact à mener auprès des thérapeutes et aussi auprès des prescripteurs, ce serait intéressant. Si, dans l'étude d'impact, il y a eu les bénéficiaires et il y a eu des entretiens téléphoniques, des enquêtes auprès des prescripteurs, des associations
qui faisaient venir leur public vers Altersoin. D'accord. Voilà, Okay. il y a eu ça, oui, oui. Mais par contre, sur les thérapeutes, on s'était dit que ce serait, on ferait un autre travail là-dessus. D'accord. Je pense que ça fait écho avec le début de la présentation de Kitry que tu n'as pas eu avec Léo de KPMG, où on se disait aussi qu'au début, il faut prioriser, on ne va pas tout évaluer dès le début. Et Léo, tu confirmes peut-être? Oui, totalement. Après, ça dépend toujours des ressources, hein, mais au pire, vaut mieux avancer sur un pilote, sur une nature de bénéficiaire. On voit comment ça marche, le temps, on identifie à quel point. Et après, on se pose les questions en fait d'année en année. Soit on continue cette même mesure d'impact social sur ce bénéficiaire, on voit les évolutions. Parfois, on peut aussi se dire, bah, cette année, on évalue telle nature de bénéficiaire, l'année prochaine, on évaluera une autre nature, et puis on tourne comme ça de manière assez régulière. Après, ça dépendra toujours des ressources que vous avez en interne et du temps à y dédier. D'accord. Merci beaucoup. Et peut-être juste pour faire écho à la présentation de Malika et à la présentation d'Alteraction, peut-être dans les bonnes pratiques, mais là juste méthodo. Voilà, il y a des structures externes comme Alteraction qui fonctionnent bien. Alors c'est des étudiants, donc avec ses pour et ses contre. Parfois aussi dans les bonnes pratiques, et nous ce qu'on fait dans certaines associations, c'est on met un alternant en fait ou un jeune stagiaire dans l'association, un service civique qui est dédié à la mesure d'impact social. Et par exemple, KPMG, nous ou d'autres structures peuvent faire la même chose. On accompagne avec l'expertise en fait cette alternance, ce stagiaire, et donc le coût en temps et en euros coûte un peu moins cher pour avoir cette mesure d'impact. Et c'est des projets souvent qui sont très sympas aussi pour les petits, pour les alternants. Donc en termes de pratique, ça peut être intéressant aussi. Merci Léo. Je vois que Aurélie, tu as une question? Oui. Oui, c'était pour le coût financier du coup d'Alteraction en fait et le temps en fait, la mobilisation que ça pourrait prendre du coup pour avoir un peu plus d'infos sur. Alors Alteraction, ça c'est traduit par du mécénat de compétences pour la professionnelle. Qui est intervenu. Et puis, il y avait un coût d'adhésion à Alteraction. De mémoire, je crois que c'est 200 €. Mais là, je vous le dis de mémoire, je pourrais redire plus précisément. Et en temps, ça a demandé beaucoup de réunions, hein, beaucoup de travail avec l'équipe d'Alteraction. Mais c'était bien construit. Donc, puis c'était intéressant et enrichissant pour nous. Donc, du coup, voilà. Mais c'est vrai qu'il faut y consacrer du temps. Et collectivement, c'est-à-dire pas une personne, mais il faut vraiment être plusieurs personnes de la structure à vouloir s'engager, à y consacrer du temps. Ça a pris 6 mois environ, quelque chose comme Oui, ça? à peu près, ouais. Ok, merci beaucoup Malika. Si je peux compléter une minute, parce que le modèle d'interaction, je connais bien. Aurélie, du coup, c'est un pourcentage c'est en fonction des produits en fait, qui sont générés dans la structure. Donc, c'est une adhésion qui est solidaire. Ah oui, et ce que je conseille, c'est, alors, comme c'est des missions qui font 4 à 6 mois, des fois, c'est un peu court. Et donc, parfois, il faut enchaîner 2 missions. En fait, plutôt une mission de construction des outils. Comme ça, c'est un peu moins chronophage pour la structure. Et une deuxième mission de mise en œuvre, finalement, par les étudiants. Et donc, c'est un projet qui peut prendre 1 an. Et ça permet d'étaler aussi l'investissement de la structure sur le temps. Premier temps de construction des outils, qui est là plutôt stratégique. Et donc là, il y a du temps à passer pour la transmission. Et puis parfois, un deuxième temps pour mettre en œuvre, déployer, relancer les bénéficiaires, appeler. Hein, parce que Malika a beaucoup de chance d'avoir eu 450 réponses. Hein, parfois, on en a 10 et donc il faut appeler. Hein. Et donc, c'est... Voilà. En termes de pratique, ça peut être intéressant pour de travailler comme ça. Ok, super, merci. Est-ce que c'est allé un peu vite? Tu peux me redire du coup, tu as dit que ça pouvait être fait en 2 fois. Une première partie où on se concentrait sur… Plutôt la construction de la méthode et donc les outils. Donc ça va être de comprendre le besoin social, les parties prenantes, quelle est ma problématique que j'ai envie d'évaluer, construire les indicateurs et les questionnaires. Et donc ça prend 4 mois pour construire finalement, arriver jusqu'au questionnaire, si on veut des outils très bien construits, réfléchis. Et après, c'est prendre 4 à 6 mois pour déployer la méthode. Et donc là, j'envoie les questionnaires à mes bénéficiaires, je les relance, j'analyse la donnée et je crée mon rapport. Ok, merci, c'est très clair, merci beaucoup. À tout de suite.
Désolée, j'ai eu un petit coup de fil de l'école. Excusez-moi. Allez, quotidien. Je voulais laisser la parole à Maggie, à la Cravate Solidaire à Nantes, pour nous présenter également la mise en place de la mesure d'impact. Et du coup, Maggie, que tu puisses aussi nous répondre à ces mêmes questions de comment vous êtes passé à l'action, ce qui vous a fait vous lancer, votre démarche, la méthode, ce que ça a permis de mettre en avant, comment vous l'utilisez, puis toujours des tips et conseils que tu peux nous partager. Et merci encore pour ce temps. Je te laisse me dire comment tu veux que je fasse défiler. Ça marche. Merci Fanny. Bonjour à toutes et tous. Tu peux lancer la première diapo. Donc du coup, je vais essayer d'être assez rapide sur la présentation. Donc moi, je suis donc la directrice et j'ai porté la création de l'association de la Cravate Solidaire sur Nantes, qui est aujourd'hui en fait un réseau d'associations. On est 14 associations et donc la première, elle a été créée il y a 10 ans à Paris. Et en fait, il y a eu une stratégie d'essaimage sur différents territoires en France. En fait, l'objectif de long terme qui est porté par la Cravate Solidaire, c'est de lutter activement sur la discrimination liée à l'apparence en entretien d'embauche. Du coup, en fait, nous, on a un levier d'action qui est direct auprès des candidats, des personnes en insertion socio-professionnelle pour les aider à préparer leur entretien. Et un de nos effets indirects, c'est de sensibiliser les collaborateurs d'entreprise, notamment puisqu'on a une équipe de bénévoles de 90 personnes qui sont en très grande majorité en activité. Donc les sensibiliser sur la lutte contre la discrimination ou les publics en insertion qui seraient peut-être amenés à recruter plus tard. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on a 4 changements qui sont attendus dans notre action. Donc permettre en fait à des candidats de détenir une tenue adaptée aux entretiens d'embauche. Ensuite, c'est maîtriser les codes verbaux et non verbaux. Et enfin, reprendre confiance en soi. Donc ça, c'est vraiment le cœur des effets qu'on mène. Et un effet indirect, donc, c'est de changer le regard des recruteurs. Je vous demande 2 secondes, j'ai peur que ma batterie me lâche, donc je reviens tout de suite. Là, excusez-moi. Voilà. Donc du coup, en fait, la mesure d'impact est arrivée en réflexion à la Cravate Solidaire dans le cadre d'essaimage. Il était important en fait de structurer ce process en fait, afin effectivement de mieux identifier, de mieux communiquer sur l'impact en fait et la plus-value qui est portée par la Cravate Solidaire. Donc dans le cadre de cet essaimage, la Cravate Solidaire avait bénéficié d'un soutien de La France s'engage, ce qui a permis de développer en fait les outils. Donc moi, j'ai mené l'étude de faisabilité sur le territoire à Nantes en 2020 et c'est vrai qu'en tout cas, j'ai du coup bénéficié d'indicateurs qui permettaient de présenter en fait clairement l'action de la cravate, mais aussi où est-ce qu'elle se positionnait sur la chaîne de l'insertion. Donc en termes de communication auprès d'acteurs que je souhaitais embarquer sur le projet, ça nous a permis d'être très clair en fait sur où est-ce qu'on était. Et donc pareil, au niveau du lancement, une fois que l'étude de FESA a été validée, au niveau du lancement, ça m'a permis d'embarquer des administrateurs pour mon conseil d'administration, de recruter des bénévoles, les partenariats et la levée de fonds. Donc voilà. Du coup, nous, depuis le lancement, on a un outil qui nous permet de suivre en fait l'impact. Donc, c'est un outil qui est alimenté au jour le jour. Voilà, on va dire que c'est pas une photographie à un instant T, mais c'est un outil de mesure au fil de l'eau, quoi. Fanny, tu peux passer à la slide suivante. Merci beaucoup. Du coup, alors donc là, ce que je vous présente, c'est la démarche qui a été mise en place autour de nos ateliers coup de pouce. Donc, c'est un atelier d'accompagnement sur la préparation aux entretiens d'embauche qui dure 2 heures.
où on a une partie accompagnement sur le choix d'une tenue, simulation d'entretien et photo pro pour le CV et les réseaux sociaux. Et donc, nous, on travaille avec des partenaires de l'insertion et de l'emploi qui nous orientent des candidats qui ont besoin de booster leurs chances de réussite de l'entretien et qui sont dans des phases de remobilisation souvent et qui, du coup, nous, on est vraiment sur cette chaîne-là, sur ce bout de chaîne-là. Donc, ce qu'on fait, nous, on a des questionnaires Typeform, donc c'est des questionnaires en ligne, tout simplement, et qui nous permettent, en fait, on les utilise à 3 moments qui s'articulent autour de notre atelier. Donc, premier moment, c'est en amont de l'atelier. Nous, on administre en fait un petit questionnaire auprès de nos partenaires, qui est un outil tout simplement qui permet aux partenaires d'orienter en fait les candidats. Donc, nous, ça nous permet en fait d'évaluer le nombre de partenaires qu'on a déjà, tout simplement, et d'alimenter ce partenariat. Ensuite, pendant l'atelier, à la fin de l'atelier, on fait un questionnaire auprès de nos candidats. Donc, ça nous permet d'évaluer donc le nombre de personnes qui sont effectivement accompagnées. Ça nous permet aussi de savoir en fait le nombre de bénévoles qui sont mobilisés directement sur les ateliers et d'évaluer le taux de satisfaction sur l'atelier puisqu'on les questionne sur l'utilité que ça a pu avoir pour eux à chaud. Et enfin, on fait un questionnaire auprès des candidats 3 mois après leur passage à l'atelier. Alors, nous, on a un petit peu plus de difficultés à tous les avoir. Donc, ça demande de la relance, mais on peut évaluer qu'il y a un taux de retour vers l'emploi de 65%. Tu peux passer à la slide suivante. Merci. Donc, les usages. Donc, clairement, en fait, nous, ça nous permet, en fait, d'embarquer des nouveaux partenaires, que ce soit des partenaires prescripteurs financiers. Clairement, aujourd'hui, on se développe en communiquant clairement sur nos résultats. Un autre usage hyper important, c'est que, en fait, sur le questionnaire de fin d'atelier, on collecte des informations sur les profils. Donc, c'est comme ça qu'on sait que, concrètement, il y a 20% des bénéficiaires que l'on accompagne qui sont aussi des bénéficiaires du RSA. 52% qui sont des femmes, 45% qui sont des jeunes de moins de 26 ans. Et en fait, c'est utile pour nous déjà pour en fait dimensionner nos demandes de financement en fonction des profils, enfin de la capacité du flux naturel qu'on a et de la capacité qu'on a à accompagner ces publics-là. Donc, comme les financements sont assez structurés par profil, du coup, on est sur des estimations, enfin, on s'engage sur des engagements plutôt réalistes. Donc, une fois qu'on a effectivement déterminé ces engagements avec nos financeurs, ça nous permet donc on suit ça d'un point de vue mensuel et ça nous permet de piloter l'activité et d'apporter des ajustements quand on voit qu'on est en retard sur certains objectifs, par exemple. Comme on a aussi on arrive du coup à déterminer en fait concrètement par rapport aux 2 champs de l'atelier qui est la partie image et la partie simulation d'entretien. Le fait de savoir qu'on a 73% qui se sentent à l'aise dans la tenue professionnelle donnée et qui ont compris les codes vestimentaires, ça nous... Ouais, j'avance. Du coup, ça nous permet de voir en fait qu'on est toujours dans ces objectifs-là. Voilà, tu peux passer à la slide suivante, merci. Donc, les petits conseils que je vous donnerais, en fait, c'est déjà, alors nous, on est une équipe de 3 salariés. Donc, en fait, il y a quelqu'un dans l'équipe qui n'est pas dédié à la mesure d'impact, mais qui, par contre, maîtrise l'outil. Et ça, et le process au niveau du paramétrage de l'outil, etc. Et ça, c'est important parce que, voilà, il y a quand même... il peut y avoir des difficultés enfin des petits, ça peut ne pas être tout le temps d'équerre, donc c'est important qu'il y ait quelqu'un qui maîtrise le process. Et enfin, on a une volontaire qui est sur l'administration des questionnaires.
parce que comme vous voyez, on est quand même sur plusieurs étapes. Nous, on met en place aussi la valorisation du taux de présence. En fait, comme on travaille beaucoup avec des partenaires qui nous orientent des candidats, en fait, nous, ça nous permet aussi de mesurer ça. Et c'est aussi quelque chose on voit bien qui est important de présenter auprès des partenaires. Voilà, et donc on a mis en place, ça nous permet de voir ceux qui sont orientés, inscrits et ceux qui sont venus. Et en fait, voilà, c'est aussi un outil de dialogue avec les partenaires sur l'orientation. Les verbatims, alors on les collecte et pour nous c'est important. Ça peut paraître gadget, mais en fait, nous, ça nous permet de concrétiser en fait qu'est-ce que c'est que le travail de l'estime de soi et de la confiance en soi, au-delà du chiffre, quoi. Voilà. Et alors le dernier petit conseil peut-être que je pourrais donner, que j'avais pas mis sur la slide, c'est de passer en revue peut-être de façon annuelle les indicateurs que vous mesurez, parce que peut-être pour éviter les usines à gaz et voir vraiment qu'est-ce qui est essentiel de garder. Voilà. Nous, je sais qu'il y a des choses que, par exemple, sur le questionnaire d'entrée d'atelier, on a supprimé parce qu'on se rendait compte que finalement, on n'avait pas besoin de ces infos. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire. Un peu rapidement, je suis consciente. Merci beaucoup, Maggie. Oui, Kitri? On n'a peut-être pas le temps, Fanny, si? Je peux poser une question rapide? Oui, une petite question rapide. On a encore le témoignage de Natacha. D'accord. Oui, Maggie, juste une petite question. Quand vous dites, donc ça c'est super parce qu'en fait vous avez transformé ça en tableau de bord. Et donc les questionnaires que vous administrez, ils reviennent en ligne, mais après l'administration, la compilation pour sortir les indicateurs, ça se fait à la main par la volontaire, c'est ça? C'est pas un outil qui compile tout seul et qui sort les chiffres? Si, en fait c'est lié à un Google Sheet. D'accord. Donc qui est alimenté par les réponses du questionnaire. Donc du coup, c'est la volontaire, elle administre le questionnaire, c'est-à-dire elle pose les questions concrètement. C'est elle qui pose les questions et elle répond au questionnaire, mais les données sont automatiquement générées par le Google Sheet. D'accord, ok. Merci. Merci Maggie. Je vais laisser maintenant la parole à Natacha Fréchou de Regards, l'association Regards à Bellevue, pour nous présenter également voilà, ce qui vous a fait passer à l'action, votre méthode, votre démarche et conseils, tips pour les associations. Ça marche. Je vais essayer de ne pas être trop longue parce que le temps file. Je vais faire une présentation très rapide de l'association. On a un espace de vie sociale. Pour résumer un petit peu tout ce qu'on fait, on a un institut socio-esthétique sur l'association. On a enfin un accompagnement des personnes précaires via des cours de français, des ateliers d'informatique, des sorties culturelles, des actions de lien social. Et on fait de l'accompagnement enfance et adolescence avec de l'accompagnement scolaire et des centres de loisirs. Et là, je vais vous parler particulièrement de l'accompagnement scolaire parce que c'est pour lui où on a travaillé la mesure d'impact assez récemment pour justement sortir juste des chiffres de présence des enfants et aller un petit peu plus loin dans ce qu'on peut apporter via ces temps d'accompagnement. Ce qui nous a fait nous lancer dedans, comme beaucoup, je pense, en fait, c'est pour un suivi de subvention. Dans le cadre d'un partenariat avec une fondation privée, ils nous ont demandé un suivi régulier de ce qu'on faisait avec une mesure d'impact. Est-ce que tu veux que je mette ton slide, Natacha, ou pas? Oui, tu peux le mettre, comme ça il sera affiché. J'en ai qu'un, comme ça va plus vite. Et en gros, l'idée, c'était d'aller un petit peu plus loin que juste on accompagne 15 enfants sur l'année, mais plutôt, est-ce qu'il y a un impact sur la scolarité de l'enfant? Pour ça, donc notre démarche, elle a été un peu multiple. Notre objectif, c'était autour de la réussite scolaire et de savoir un petit peu, est-ce que l'enfant, il y a eu un impact, nos ateliers ont eu un impact sur leur scolarité. Donc, on l'a fait en plusieurs temps. On a interrogé d'abord les bénéficiaires directs, les enfants, avec une fiche de suivi qui permet aux animateurs et aux professeurs bénévoles de noter un peu l'évolution des enfants. Une petite fiche d'évaluation, en fait, mais
on essaye de faire l'évaluation de manière ludique, que ce soit un jeu pour les enfants et que ce soit pas une évaluation comme à l'école. Mais au final, les résultats, ils sont là. Nous, ça nous permet de voir un petit peu l'évolution, notamment sur la qualité de la lecture ou les difficultés d'écriture rencontrées. Et on l'accompagne souvent d'un petit jeu bilan pour savoir un petit peu un temps de parole, pour savoir un petit peu la motivation des enfants et pouvoir nous adapter. Ces évaluations sur les bénéficiaires directs, on ne les fait pas en fin d'année, on les fait au fil de l'eau, régulièrement, avant chaque vacances, pour essayer de nous adapter, surtout sur la question de la motivation, parce qu'un enfant qui perd la motivation, c'est un enfant qui risque de plus venir. Donc du coup, ça nous permet d'améliorer la régularité des présences. Après, on a fait un questionnaire pour les parents, car c'est eux qui savent souvent un petit peu que leurs enfants ils ont des difficultés, qui les orientent vers nous, et c'est eux qui voient un petit peu les résultats sur la scolarité. Et c'est là qu'on a rencontré des problématiques parce que les parents de nos bénéficiaires souvent sont des personnes qui ne parlent pas français. Du coup, le questionnaire, c'est un questionnaire très bien créé, très bien formulé, mais au final, quand on l'a envoyé, quand on le distribue aux familles, sur une vingtaine de distribués, on a eu un retour. C'est vraiment quelque chose qui était pas forcément adapté au public. Du coup, on l'a travaillé avec certains parents et on a un questionnaire maintenant qui est en 3 formes. Numérique, parce qu'il y a des personnes qui ne parlent pas français, qui sont à l'aise par contre avec le numérique pour pouvoir traduire, utiliser Google Trad et puis répondre aux questions. Écrit quand même pour ceux qui veulent. Et oral, on fait par téléphone ou en direct avec les familles, parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus à l'aise à l'oral et c'est plus facile de s'arrêter, de traduire un mot quand on est ensemble que quand on est tout seul devant sa feuille. Et en faisant comme ça, on a un taux de réponse qui dépasse les 80% et qui est beaucoup plus satisfaisant que si on avait juste le questionnaire écrit. Après, on continue d'avoir des temps d'échange informels avec les familles à chaque fois qu'ils viennent récupérer leurs enfants ou qu'on a des temps ludiques. Et en dernier, donc avec les autres acteurs, avec les enseignants, quand c'est possible de travailler des temps de bilan commun. Alors la réussite éducative à Nantes en organise, ou des temps de bilan par mail. Mais là, c'est une partie qu'on a encore besoin de travailler et de développer parce que tous les enseignants n'ont pas la même disponibilité et du coup, le suivi ne va pas être le même d'un enfant à l'autre. Donc voilà, au niveau de ce que ça nous a permis de mettre en avant, nous, on a été au début assez contents des retours des questionnaires, mais en échangeant avec les familles, on s'est rendu compte que certaines familles étaient frileuses à l'idée de nous dire ce qui ne va pas. Et c'est là où les temps d'échange informels et l'échange oral en direct a été hyper intéressant. On a vu qu'il y a certaines familles qui étaient inquiètes de voir notre réaction face à une critique ou qui avaient peur de ne pas être bien compris dans leur critique ou dans leur retour. Surtout du fait que l'accompagnement est gratuit. Il y en a qui avaient un peu l'impression qu'on allait leur dire « non mais si ça ne vous plaît pas, allez voir ailleurs », en gros. Et du coup, ça nous a permis aussi de réfléchir à nos questions, à la formulation de nos questions. On n'a pas du tout été accompagné pour cet impact, on l'a fait en interne. Et à travailler des questions plus adaptées où c'est pas juste oui ça va, non ça va pas et pourquoi, parce que pour eux ça va, globalement il y a un impact sur les enfants donc ils sont satisfaits, mais il y a des petites choses qu'ils aimeraient changer, notamment là l'année dernière il y a eu beaucoup de demandes de changer la façon dont on leur faisait un retour de ce qui se passait avec les enfants et de sur quoi les enfants travaillaient pour pouvoir eux à la maison travailler derrière aussi la même chose ou pour pouvoir en discuter avec leurs enfants. Et tout ça, on ne l'aurait pas su si on n'avait pas fait ces questionnaires, ces temps d'échange autour du questionnaire à l'oral avec les parents. Donc voilà. Je vais faire vite, je vais passer aux petits conseils, comme ça après, ça laisse un petit peu de temps. Souvent, en fait, c'est dans le cadre d'une démarche de subvention qu'on se met à réfléchir à notre impact. Là, nous, ça a été le cas. Mais quand on fait nos demandes de subvention en ligne, souvent, on passe un peu à la va-vite. La question de la mesure d'impact et de l'évaluation de nos objectifs. Et c'est dommage parce qu'en fait, plus on anticipe et plus on se rend compte de ce qu'il y a à faire et plus ça va être facile et rapide au niveau de la mise en œuvre. Et il faut juste prendre un temps et bien se poser sur notre objectif et qu'est-ce qu'on évalue exactement au-delà de la quantité et de la présence du public. Et surtout, s'adapter au public qu'on interroge. Nous, on l'a vécu. Nous, pour notre part, utiliser le ludique avec les enfants et multiplier les façons dont on peut répondre à un questionnaire pour les parents, ça nous a permis d'avoir des vrais retours constructifs
important et pas juste oui, ça va parce que c'est plus facile de remplir ça. Et oui, ça prend du temps. Par exemple, moi, j'ai estimé le temps là pour juste cette partie qui est qu'une partie de nos activités. Il faut 3 personnes et en tout une vingtaine d'heures pour répondre à tous les questionnaires, sans compter l'évaluation avec les enfants qui ça se fait sur le temps de présence des enfants et les bilans avec les enseignants. Donc oui, ça prend du temps. Après, le but du jeu, c'est de mesurer notre impact et c'est du temps qu'il faut prendre pour pouvoir avoir une réponse concrète au-delà de juste qui était présent sur les ateliers. Voilà, j'espère que j'étais claire. J'ai essayé d'être rapide, j'ai peut-être été un peu vite, voilà, mais n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a une dernière chose peut-être que tu voulais rajouter, que tu te dis, ah mince, je vais peut-être pas parler de ça? Non, ça va. Je pense que j'ai un peu survolé tout ce que je voulais dire. J'espère juste que j'ai été claire parce que j'ai essayé d'aller vite et de couper un petit peu certaines parties. Moi, j'ai trouvé que c'était très, très clair. Merci beaucoup, Natacha. Est-ce qu'il y a des questions? Je sais qu'on a dépassé de 6 minutes, donc s'il y en a qui doivent partir, sentez-vous libre. Mais c'était aussi important qu'on puisse avoir du temps d'échange pour que, encore plus concret que ça ne l'est, que vous puissiez poser vos questions pour vous, votre association, et que vous puissiez, avec ce qu'on vient de vous présenter, avoir envie derrière de passer à l'acte. Les premières questions sont toujours les plus compliquées. Je vais me lancer parce que, comme on disait tout à l'heure, finalement, vraiment, ce travail, c'est un travail de long terme et pas juste à un instant T. Donc, c'est que ça, quand même, ça demande de mettre en place des outils qui vont avoir un vrai temps long et en même temps qui puissent s'adapter. Donc, je me dis, c'est peut-être pas toujours simple de créer ce genre d'outils. Est-ce qu'il vaut vraiment mieux le faire seul, accompagné, maîtriser? Enfin, d'un point de vue technique, c'est pas toujours simple non plus de créer ce genre d'outils qui soit facilement réadaptable en fonction des évolutions, des besoins. C'est plus une remarque qu'une question, mais. Est-ce que certains participants intervenants veulent réagir? Moi, je peux. Vas-y. Moi, je veux bien parce que pour le coup, nous, on ne s'est pas fait accompagner dans toutes nos mesures d'impact. Oui, ça prend du temps. Après, une fois que l'outil est créé, l'adapter, c'est pas très compliqué. Ce qu'il faut, c'est prendre le temps de se poser. Nous, ça a été fait parce que dans l'équipe, il y avait des personnes qui se sentaient à l'aise pour le faire. Peut-être que si on ne se sent pas à l'aise, oui, il vaut mieux se faire accompagner. Mais nous, ça avait un coût, l'accompagnement, et on a préféré faire par nous-mêmes pour le coup. Moi aussi, je peux compléter. Je ne veux pas avoir l'air de prêcher pour la paroisse, mais en fait, ça va dépendre des objectifs qu'il y a derrière. Et si tu veux avoir un langage de la preuve qui fait assez foi derrière, tu as quand même intérêt à te faire accompagner par une forme d'expertise. Que ce soit suivre, par exemple, des ateliers en ligne, des formations, ou que ce soit l'externaliser à un cabinet. Mais d'expérience, si tu as besoin, par exemple, d'aller voir ton conseil départemental ou ton conseil régional, ton langage, il fera plus foi si tu es capable de démontrer que tu as vraiment suivi une approche plus scientifique, même s'ils ne comprennent pas tout de l'autre côté de ta mesure d'impact social. Voilà. Et les outils qui peuvent être intermédiaires, c'est des formes de formation. Tu as des cabinets qui font ça, dont nous, mais dont d'autres aussi, des approches de formation-action. En fait, on te forme au fur et à mesure de l'eau. Tu vois, tu as une session d'une demi-journée. L'après-midi, tu fais les ateliers de travail pour ta structure. Puis tu reviens un mois d'après, tu as une demi-journée de formation. L'après-midi, tu refais l'atelier de travail. Et ça te permet de construire les outils, de challenger avec d'autres assos en même temps, tu vois, d'être dans l'interaction. Et pour le coup, tu donnes à la fois une légitimité scientifique et puis ton coût reste assez limité. Parce que déjà, tu peux avoir une prise en charge de ton OPCO. Et puis 2, parce que c'est pas le cabinet de conseil qui a fait tout ça. Tu vois, ça. Et si je peux remettre une dernière remarque, tu vois, si tu n'as pas les moyens de financer tout un cabinet de conseil, c'est intéressant de l'avoir sur l'amont de la démarche. Le périmètre, la question évaluative, la création des outils. Et après, et nous, c'est ce qu'on conseille souvent, sur les structures qui n'ont pas forcément les moyens de payer toute la démarche. La collecte des données,
l'externalise pas, en fait, fais-la en interne. Ça te prendra des ressources, mais ça te coûtera quand même un peu moins cher derrière, et ça peut être un bon hybride. Et après, tu fais faire une revue finale de l'analyse par tu vois, le cabinet externe, et ça peut tu auras quand même un reste à charge qui sera beaucoup moins fort, parce que ce qui est chronophage dans une mesure d'impact social, c'est collecter les données. Par contre, ce qui a de la valeur, c'est créer les outils. Et donc, c'est bien trouver le curseur là-dessus, ça peut être aussi une alternative. Merci beaucoup, Léo. J'aurais juste envie de compléter parce que je trouve les deux réactions très bonnes. Si je prends encore plus de hauteur, je prends l'exemple du mécénat. Bah, pareil, on peut se lancer tout seul à faire du mécénat. On peut se faire former pour monter en compétences et on peut faire appel à un prestataire externe aussi pour nous accompagner. Et c'est différents niveaux, mais on voit bien que quand on est seul, sauf si on a l'opportunité, et ça je trouve très intéressant avec des ressources internes, ben, la démarche va être beaucoup plus chronophage. On risque aussi de se sentir vite épuisé ou de lâcher l'affaire ou de pas se lancer. Voilà. Donc, c'est ça aussi qu'il faut mesurer, je pense. Je peux juste te poser une autre question sur ce même sujet? Bien sûr, Catherine. Léo, quand vous dites les journées formation, vous appelez ça formation-action? Vous dites c'est pas, c'est plus léger en coût parce que c'est pas vraiment l'offre du cabinet de conseil, c'est-à-dire en fait on co-construit avec vous et les associations, c'est ça? Bah, ouais. En fait, si tu prends par exemple tout à l'heure, tu sais, je présentais les 7 grandes étapes de la méthode. En fait, sur chacune de ces étapes, bah, tu as une demi-journée de formation et pendant une demi-journée, c'est des ateliers de travail. Et puis, tu as l'expert quand même du cabinet de conseil, mais qui est aussi animateur de cette formation, qui vient de faire tes retours en direct, mais c'est toi qui as la main finalement sur l'écriture des outils. D'accord. En fait, j'étais pas là tout à l'heure, c'est pour ça. Ouais. En fait, on présentait, par exemple, là, tu vois, une démarche qui était, tu l'auras dans le oui, le tu support. l'auras et peut-être on pourra mettre le lien aussi vers votre formation action dans l'email avec la présentation. Ouais, si tu veux, on peut rajouter ça. Ouais. Merci. Est-ce qu'il reste une ou deux questions? Oui, juste pour ceux qui ont mis en place cette mesure d'impact, là, les 3 associations, vous avez vraiment mesuré une grosse différence après dans vos dossiers, dans l'accueil de vos candidatures, que ça soit pour des subventions publiques ou les fondations ou des entreprises privées? C'est flagrant la différence Ma question n'est pas claire. Si, moi je veux bien répondre. Nous, on ne l'a pas fait pour ça. On l'a fait parce qu'on avait déjà l'aide d'une fondation et qu'ils souhaitaient une vraie mesure d'impact. Après, ça permet de mieux remplir les dossiers de subvention et d'être plus clair dans ce qu'on va faire. Ça ne déclenche pas automatiquement plus de subventions et plus de résultats. Mais au moins, c'est une question qui n'est pas soulevée quand on va plus loin dans la demande de subvention parce qu'on l'a bien rempli et parce qu'on sait où on va. D'accord. Oui, moi je veux bien témoigner pour Altersoin. Effectivement, c'était pas l'objectif, c'était pas de réaliser cette étude pour aller chercher des subventions. C'était plutôt réaliser cette étude pour mieux faire comprendre l'intérêt de l'activité de l'asso aux partenaires. Et effectivement, du coup, dans les échanges, à la fois sur les dossiers écrits, comme tu l'as dit, ou à l'oral, quand on a des échanges pour présenter l'asso, c'est des points forts. On peut vraiment s'appuyer dessus et c'est des points forts. Et si je peux revenir une seconde sur la question d'avant, entre le faire tout seul et se faire accompagner, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant de se faire accompagner par quelqu'un, par l'extérieur, parce que ça apporte des regards décalés. Et quand on est à l'intérieur, on est dans l'activité, on a une idée de ce qu'on veut mesurer, mais quelqu'un qui de l'extérieur regarde nos dossiers, regarde notre activité et vient nous chercher à des endroits qu'on n'avait pas vus, j'ai trouvé ça plutôt enrichissant. Voilà. Ok. Maggie, est-ce que tu souhaites réagir? Donc effectivement, il ne faut pas le faire uniquement dans l'objectif de lever des fonds, c'est sûr. Après, il faut être réaliste que nous, les financeurs, nous forcément posent la question de cette question-là. Donc, il faut quand même, en tout cas, c'est sûr que quand on a des réponses prêtes et construites, ça a un plus pour les dossiers, ça c'est sûr. Voilà.
Moi, si je peux compléter, quand on est vraiment sur la stratégie de mécénat, en fait, et qu'on veut s'adresser à une entreprise, l'entreprise, elle a besoin d'avoir des chiffres clés, des réponses claires, simples, et de montrer ce que vous faites, pourquoi, comment, est-ce que ça apporte. Et du coup, cette mesure d'impact vous permet d'avoir ces données-là pour avoir le bon discours auprès des entreprises. Donc, même si ça permet pas, enfin, c'est pas l'outil qui permet d'avoir des financements, c'est un outil qui permet de mieux convertir et d'aller plus loin dans les échanges. Ok, merci. Une dernière question ou réaction, message que vous souhaitez partager? Merci beaucoup. Merci, ce sera donc le mot de la fin. Merci. Merci à vous pour votre temps. Merci aux intervenants pour ce temps, pour les riches échanges et les apports auprès des associations aujourd'hui et par le futur sur le replay. Je vous remercie encore et je vous souhaite une belle journée. Merci Bonne beaucoup journée à à tous. tous. Merci à tous. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. À bientôt, au revoir. Il n'y en a pas.